Quel plaisir de vous retrouver pour cette journée sous les meilleurs auspices, ceux du féminin. Je dirais plutôt des féminins, puisque hommes et femmes, intervenants et intervenantes, se font une joie de partager avec vous cette belle journée. Je commencerai par cette question. Et si la science était féminine? J'avance davantage dans la réflexion que je vous propose en ouverture, à l'aide d'une citation d'un personnage à un autre, de Narcisse à Goldmund, tirée du roman de Hermann Hesse, chaleureusement conseillé comme livre de chevet par monsieur Jean-Baptiste Legouis, ici présent, que je remercie. Alors, la citation. « Et faire de la science, ce n'est parler comme toi, rien d'autre que de s'acharner à découvrir des différences. Pour nous, hommes de science, rien de plus important que d'établir des distinctions. La science, c'est l'art des distinctions. » Fin de citation. Je prendrai, pour illustrer ce qui pourrait être le sujet d'une thèse, l'exemple de mon expérience auprès de mes consoeurs pour l'écriture chorale du livre « Du féminin à l'ouvrage » que je vous conseille à mon tour vivement de déposer sur votre table de chevet si cela n'est déjà fait. Il se lit comme s'écoute une symphonie, rien que ça, en se laissant imprégner par les signifiants proposés, la pluralité des instruments, les solistes, la variation des volumes et rythmes, les mélodies, mouvements qui diffèrent, se croisent et se retrouvent pour un temps, l'instant d'un alignement éphémère. Comme j'ai parlé de symphonie, je me suis tournée vers le dictionnaire. Donc la définition de symphonie, qui est une définition qui vaut pour la moitié du XVIIIe siècle à nos jours, composition musicale, généralement de grande dimension, composée de 3 ou 4 mouvements, pour certaines de forme sonate, dont l'instrumentation, qui réunit toutes les familles d'instruments d'orchestre, s'est modifiée au cours des siècles dans sa richesse et sa variété. Fin de définition. La différence, le changement, la modification, la variation, l'éphémérité, de tout cela, la science ne souffre pas, bien au contraire. Cela continue de faire battre son pouls, et la psychanalyse et les membres cliniciens du RPH s'y emploient pour vous aujourd'hui. Cette expérience, celle de la construction d'un ouvrage commun, a fait s'exprimer les désirs, les orienter dans une direction pour forger l'existence de ce présent livre. Il y a eu une mise à l'honneur de l'altérité, cette altérité qui a été un enseignement. À présent, je partage avec vous une anecdote qui m'est revenue à l'esprit en écrivant ce texte. Les 3e mercredis du mois, nous sommes 3 cliniciennes à nous retrouver pour travailler autour de la lecture chronologique des œuvres de Freud et de Lacan. Un soir, nos échanges nous conduisent à parler de la clinique auprès de femmes, et plus particulièrement auprès de femmes qui ont des difficultés à l'égard de leur sexe féminin. Nos conversations sont enthousiastes. Elles nous mènent à nous questionner sur l'anatomie du sexe féminin. Dans cette perspective, nous ouvrons l'atlas du corps humain. Joie, jubilation, qui ne sont pas sans rappeler les temps de l'enfance et des premières découvertes. La vulve, le vagin, le clitoris, et plus en détail le gland, glande de Skene, parois, hymen, bulbe, quel beau programme. La pulsion se fait désir de savoir et nous échangeons à propos des coins et recoins de ce sexe dont nous continuons d'apprendre nous-mêmes l'existence. Rire et question tout de même. Pour quelles raisons ignorons-nous tant sur les qualités particulières de ce sexe? Pour quelles raisons ne pas avoir désiré savoir avant? Cette réflexion m'offre la possibilité d'un retour à Freud, qui a cerné une difficulté rencontrée par les êtres en rapport à la différence des sexes, et plus précisément au sexe féminin. En 1905, il énonce l'existence d'une première théorie sur la différence des sexes. Tous les êtres humains penseraient au début de leur vie posséder le même organe génital masculin. Il ajoute dans une note en 1920 que petits garçons et petites filles théorisent imaginairement un pénis présent chez la petite fille à l'origine, mais que ce dernier a été perdu, du fait d'une castration. Ceci vient comme une tentative imaginaire de répondre à une difficulté majeure rencontrée par l'enfant et conséquente pour l'avenir. En 1932, Freud revient sur son étude et il affine son propos au sujet des spécificités du sexe féminin et de la sexualité féminine.
Donc, du fait de l'organe en partie interne de ce sexe féminin, une partie demeure non visible. La zone vaginale reste inconnue de la petite fille et du petit garçon. À la puberté, grâce à l'arrivée de la maturité sexuelle, le transfert de la sensibilité pour les femmes se fait du clitoris à la zone vaginale, investie comme une nouvelle région érogène. Cette réceptivité naissante fait s'animer cette zone autrefois ignorée, ce qui rend son existence plus patente pour la jeune femme. Fernando de Amorim fait une réponse à Freud à ce sujet. Il éclaire cette question dans une brève qu'il a écrite en novembre, qui s'intitule Réponse à Freud. Dans ce texte, il explicite que la sexualité féminine concerne l'être côté femme, donc après sa sortie de psychanalyse, et non pas le passage d'une zone érogène à une autre. Après la sortie de psychanalyse, le père est abandonné comme objet d'amour, et l'être utilise son corps comme zone érogène à part entière. Lacan théorise le signifiant du manque, référence symbolique pour les deux sexes, le phallus. Toutefois, il formule l'existence du féminin du côté d'une jouissance autre, au-delà de celle qui serait exclusivement phallique. Je le cite. La femme se définit d'une position que j'ai pointée du patou à l'endroit de la jouissance phallique. Fin de citation. Ainsi, le phallus n'est pas tout, et ce patou phallique est de l'ordre du féminin. Les hommes peuvent aussi s'y ranger. Pour cela, Lacan donne l'exemple de Saint Jean de la Croix. Fernando de Amorim enseigne le féminin comme étant une position subjective que l'être, qu'il soit de sexe masculin ou de sexe féminin, a la responsabilité de construire à la sortie de sa psychanalyse. Ce féminin est porteur de la castration, il est expression psychique du manque, en tant que celui-ci, le manque, l'incomplétude, n'est plus refusé mais consenti par l'être. En guise de conclusion, un peu de traitement de texte, un peu de Word plus précisément. Pour écrire les mots que je partage avec vous, pas d'interligne 1,5, de l'interligne simple, du resserrement des signifiants, des lignes et des pages pour vous témoigner l'esprit d'aujourd'hui. Pas de faux-semblant, de la proximité, de la contiguïté, de la mitoyenneté des désirs, vous tous ici, dans cette salle, avec sans doute des questions, des attentes, je vois déjà vos yeux qui brillent. Donc, la place est faite au travail et au désir, avec une première intervention sous des traits masculins. Alors, je vous souhaite à tous un merveilleux moment.